Bonsoir mesdames et messieurs, et je suis tout à fait ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne direct, votre fenêtre sur les grands sujets, les grands débats qui touchent la scène égyptienne, que ce soit dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la politique ou même dans le domaine de l'économie égyptienne. Et en fait, aujourd'hui, nous allons vous présenter des informations tout à fait intéressantes en ce qui concerne bien sûr tout de suite les activités présidentielles et les relations de plus en plus étroites entre l'Égypte et les autres pays africains dans différents domaines, notamment dans les domaines de développement, de croissance économique. Et bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur les rapports qui ont parlé de l'évolution de la performance de l'économie égyptienne et les changements même qui ont eu lieu sur la scène économique de l'Égypte durant les derniers jours. Tout de suite, nous allons commencer par un autre message lancé par l'État égyptien, lancé par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors d'une rencontre, bien sûr, avec un aux responsables de la Guinée. Avec plus de précision, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré aujourd'hui que l'Égypte a accordé un très grand intérêt aux efforts visant à préserver la paix et la stabilité en Afrique. Sisi a fait cette déclaration en recevant aujourd'hui au Caire le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadou Touré. Lors de la rencontre, M. Touré a remis un message verbal du président guinéen Alpha Condé portant sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, la poursuite des consultations et de la coordination concernant nombre de questions africaines d'intérêt commun ainsi que sur la lutte contre le terrorisme. Selon le porte-parole de la présidence, Sébastien Mradi, et les Sisi a salué lors de cette rencontre le développement continuel de relations égypto-guinéennes depuis sa visite à Conakry en avril, aspirant ainsi à les renforcer sur tous les niveaux. Le président a salué également la tenue de la 6e session du comité conjoint du 1er au 3 septembre, la signature de plusieurs accords dans les domaines de ressources hydrauliques, de l'électricité, de transport maritime, de l'environnement et de l'archéologie. Il a mis également l'accent sur l'importance de la tenue périodique de ce comité principal, mécanisme permettant de renforcer les différents domaines de coopération entre les deux pays. Donc, pour avoir plus d'explications, plus d'analyses en ce qui concerne les dimensions de cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et la Guinée, nous avons en ligne de l'intérêt international Dr Chif Amir. C'est un, bien sûr, spécialiste dans les relations internationales, même c'est un spécialiste dans les analyses politiques. Monsieur Chif Amir, vous êtes toujours bienvenu sur l'intérêt international et bonsoir même. Bonsoir. Oui. Donc, permettez-moi de vous poser cette question. Comment ou quelle est votre lecture à l'égard de cette coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et la Guinée? Il y a une démarche dans cette relation qui a commencé, si on revient en arrière, en 2014, lorsque l'Égypte a été sanctionnée injustement par l'Union africaine et a été radiée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué 2 visites stratégiques en Afrique pendant un intervalle de temps très court. C'était l'Algérie et la Guinée. Oui. Et après ça, il y a eu une réunion de l'Union africaine où la Guinée a présenté sa requête que l'Égypte soit réintégrée de nouveau au sein de l'Union africaine et que l'Égypte soit respectée pour son histoire et pour ses démarches démocratiques depuis 2014. Donc, il y a une relation stratégique entre l'Égypte et la Guinée sur cette question. Ça existait depuis 2014 et ils étaient nos alliés à nous réintroduire au sein de l'Union africaine. Oui. Et donc, ça c'est inoubliable. Et je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi, il étudie souvent les dossiers très bien avant de faire ses démarches. Il a compris à un certain moment, c'est que la Guinée était une des clés importantes en Afrique pour réintroduire l'Égypte. C'était une porte d'entrée de réintroduire l'Égypte de nouveau au sein de l'Union africaine. Et cela même, si je peux dire, a montré le poids lourd de la Guinée équatoriale
qui est qualifié ou appelé même le Koweït de l'Afrique, parce que c'est un pays tout à fait riche et qui a bien sûr un poids lourd, que ce soit au niveau économique ou même politique. Bien sûr, la Guinée, elle est connue par ses ressources d'uranium d'abord, alors qu'elle a aussi d'autres ressources naturelles, mais l'uranium est vraiment quelque chose de très précieux. Malheureusement, c'était aussi pour l'exploitation pendant les périodes coloniales. Oui. Par les Français, mais bien sûr c'est un pays en voie de développement qui a besoin de l'expertise d'un pays, un grand pays régional et continental comme l'Égypte, et c'est pour cela le président Abdel Fattah el-Sisi et aussi le ministère des Affaires étrangères en Égypte accentuent les relations avec ce pays. On sait très bien qu'ils ont besoin des amis, non seulement qui viennent faire de l'investissement, mais qui échangent avec eux les possibilités d'agrandir leur économie. Par exemple, nous, en Égypte, on a les produits d'agriculture, Oui. alors que la Guinée n'a pas ce côté peut-être. Alors que nous, on a développé ce secteur, pourquoi pas faire ces échanges. C'est une stratégie de l'Égypte depuis 2014, c'est-à-dire l'ouverture sur tous les axes avec dans la coopération avec nos frères du continent africain. Oui, mais avant de parler un peu plus de ces axes de coopération entre les deux côtés, permettez-moi de savoir votre commentaire en ce qui concerne ce message qui a été envoyé aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi après ou durant la rencontre avec le chef de la diplomatie de la Guinée, Mamadou Touré. Selon notre président, l'Égypte accorde un très grand intérêt aux efforts visant à préserver la paix et la stabilité en Afrique. Donc, deux axes essentiels pour n'importe quel développement, pour tout développement, pour toute croissance économique aspirée au sein de l'Afrique tout entière. Oui, la sécurité et la stabilité, nous en Égypte, on a cette expertise parce que depuis 2011, malheureusement, avec toutes les obstacles qu'on a eus et l'affaiblissement de l'économie, on a compris, on a appris la leçon qu'il ne faut pas négliger la question du développement économique en même temps qu'on va faire la guerre au terrorisme. Ouais. Et c'est ça le fardeau que le président ici porte pendant sa présidence de l'Union africaine, c'est qu'on a le rôle de transmettre cette idée, cette stratégie, comment combattre le terrorisme, comment imposer la sécurité et la stabilité, et en même temps ouvrir des portes d'investissement. Heureusement, en Égypte, actuellement, on a pu réussir cette équation avec le secteur du canal du Suez, la nouvelle capitale administrative, et en même temps, on n'a pas cessé de faire la guerre au terrorisme. Et je crois que la Guinée, elle était aussi à un certain moment un cible d'Al-Qaïda, un cible de certains groupes terroristes qui voulaient infiltrer cette partie de l'Afrique, ruiner leurs richesses. Et je crois qu'ils ont besoin de l'expertise égyptienne. Ouais. On a offert beaucoup de martyrs pour la protection de notre pays au combat du terrorisme. Ouais. Mais en même temps, on a cette conception, investir dans la sécurité, c'est-à-dire investir dans l'économie. Parfaitement, c'est la même équation. Vous réussissez à imposer la stabilité et la sécurité, le lendemain, vous aurez des investisseurs. Et bien sûr, alors nous, on a compris, et le président ici était soigné très particulièrement ce point, c'est de développer l'infrastructure. Parce que si le moment on a des investisseurs qui vont venir, ils disent oui, il y a la sécurité, oui, il y a la stabilité, mais malheureusement, il n'y a pas d'infrastructure, là, on perd tout. Alors, on a travaillé sur l'infrastructure tout en défendant notre sécurité. Maintenant, lorsqu'un investisseur arrive,
il voit ce qui se passe, il va dire, bah, là, il y a la sécurité, la stabilité, et aussi il y a l'infrastructure. Oui. Je crois que notre coopération avec nos frères en Afrique, parmi les questions de l'infrastructure, c'est par exemple l'électricité, la production d'électricité, avec les barrages, on a construit des barrages, par exemple. Réfugiés en Tanzanie. Oui. Alors la coopération est très étendue. Et je crois qu'aujourd'hui, les chefs de diplomatie, les chefs d'État africains, lorsqu'ils viennent rencontrer le président Sisi, c'est pour parler de l'expertise égyptienne. Oui. La formation des cadres, c'est l'un des éléments de cette équation que vous venez de parler, l'équation économico-sociale, c'est la formation des cadres humains qui peuvent bien sûr gérer leur pays mais en même temps exploiter les richesses. Ce n'est pas seulement l'infrastructure, mais c'est tout à fait le capital humain. La jeunesse. N'oublions pas les conférences de jeunesse que le président a entamées depuis des années à Sharm el-Sheikh et on a déclaré aussi que Assouan était la capitale des jeunesses africaines et arabes. C'est pour cela qu'on a mis tous les efforts sur la jeunesse et le président l'a répété et pour la jeunesse égyptienne ainsi pour la jeunesse africaine. Il a répété à plusieurs reprises, personne ne va construire votre pays sauf vous, les jeunes. Et il faut oublier à un certain moment cette question d'immigration parce qu'il y a besoin des problèmes sociaux partout, même en Europe. Donc, personne ne va construire le continent africain, personne ne va construire l'Égypte sauf les mains des jeunes. C'est pour ça qu'il faut les former, il faut les aider à comprendre les obstacles, que la vie n'est pas vraiment en rose, mais il y a des obstacles, il y a des ennemis qui ne veulent pas que notre expérience réussisse. Alors je trouve que là, on travaille sur ça. Et les portes de l'Égypte sont ouvertes pour tous les jeunes de l'Afrique à venir, étudier ici, même travailler ici. Et être un élément constructif. Bien sûr, pour le continent et les différents pays. Et non pas être un élément qui n'est pas constructif. Voilà, c'est une. Je me souviens, j'ai eu une discussion avec vous-même il y a un moment. Vous m'avez dit que quelqu'un de la jeunesse africaine vous a dit qu'en Égypte ici il y a beaucoup d'autoroutes qui font la liaison entre les différents gouvernements. Et c'était une expérience qu'eux, ils voulaient voir chez eux. Oui, bien sûr. Je reprends vos paroles vous-même de ce témoignage, que voilà, ils ont vu l'infrastructure avec leurs yeux et ils ont trouvé que c'est fabuleux. Pourquoi pas ne pas la reprendre? Malheureusement, ils trouvent bien sûr des peuples ou une population sur deux côtés d'un fleuve, par exemple, mais ils ne se connaissent pas. Et il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de relations, il n'y a pas de choses, si je peux dire. C'est pourquoi l'infrastructure, c'est tout à fait une base très sophistiquée pour toute croissance économique, pour même cet échange commercial, cet échange humain. Oui. Il a vu ça avec ses yeux, vous pouvez me le confirmer, il a vu ça avec ses yeux ici en Égypte. C'est pour cela qu'il s'est rendu compte que c'est très important d'avoir un leadership comme en Égypte, de construire l'infrastructure et de remettre la liaison entre les différentes parties du pays. Et je suis très optimiste que le plan que l'Égypte a dressé pour l'Union africaine, que le projet que le président ici a mis pour le continent, et même ces réunions avec les chefs d'État... et l'Égypte même s'efforce, si je peux dire, permettez-moi de souligner cela, l'Égypte s'efforce actuellement à renforcer ce commerce intra-africain. C'est la coopération, cette volonté politique au niveau du continent afin de résoudre plusieurs problèmes dont souffre le continent africain, l'immigration clandestine, le manque de croissance, la malgestion, le manque d'infrastructures dans les différents domaines comme le domaine hydraulique, l'électricité et ainsi de suite. Bien sûr, l'Afrique
est riche de l'eau, mais il n'y a pas l'eau potable même. Ce qui dit qu'il y a, que nous avons des problèmes au niveau sanitaire. C'est pourquoi l'Égypte a une vision, avec bien sûr la coopération avec l'Union africaine, une vision très intéressante, très importante. Oui. 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 Et si je peux ajouter, les experts égyptiens, ils ont travaillé déjà partout en Afrique, oui. surtout dans les questions d'agriculture, depuis les années 50 du siècle dernier et bien avant. L'Égypte était présente, ces experts connaissent très bien le terrain. On sait très bien qu'on peut compter sur la main-d'œuvre africaine. Oui. N'oublions pas une chose très importante, que l'Égypte a les différents points de vue national, il y a les différentes des puissances extérieures qui venaient exploiter. Elle est là pour aider. Oui. C'est ça que nos amis, nos frères africains nous regardent, que nous sommes différents de puissances européennes, oui. parce qu'on est là pour les aider à ne pas les exploiter et à leur donner une nouvelle perspective pour reconstruire leur pays. Oui, et bien sûr, nous devons dire c'est fini, nous habitons le presque plus riche continent au sein du monde, mais malheureusement, les citoyens africains, c'est presque le plus pauvre au sein du monde. Nous sommes riches à travers la bonne gestion des ressources, les bonnes administrations, la coopération au niveau du continent. N'est-ce pas, monsieur ? Oui, c'est ça. Et je suis content que la jeunesse africaine, actuellement, elle a compris cette réalité. Que maintenant, ils ont compris que s'ils commencent à travailler chez eux, et qu'il y a maintenant une jeune génération de leaders comme le président Abdel Fattah el-Sisi qui leur disent « Travaillez chez vous, œuvrez pour votre patrie ». Ils ont un nouveau message et une nouvelle responsabilité qui sont là pour développer leur pays et ne pas attendre un bateau ou une opportunité pour partir en Europe. Oui. Je dois vous remercier infiniment pour vos analyses. Merci beaucoup, Dr Cherif Amir, ou plutôt Amir Cherif. C'est un analyste politique, bien sûr. Merci beaucoup. Et bien sûr, chers téléspectateurs, l'Égypte essaie toujours de stabiliser le continent africain, mais aussi le Proche-Orient. C'est pourquoi on trouve que l'Égypte a affirmé son attachement à la stabilité du Liban. Cela est survenu alors que les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah libanais ont fait craindre une flambée de violence et ont laissé planer la menace même d'une confrontation ouverte entre le mouvement libanais et les forces de l'occupation israélienne. Donc, plus de détails dans ce commentaire de notre collègue Echel. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a affirmé lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais Saad El-Hariri l'attachement de l'Égypte à la stabilité du Liban. M. Choukri a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais afin d'examiner les derniers développements au Liban à la lumière de l'escalade des dernières heures aux frontières, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Hafez. L'entretien téléphonique s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte avec toutes les parties concernées pour empêcher la détérioration de la situation sur la base de la responsabilité historique de l'Égypte et de son rôle de maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Hier soir, le mouvement libanais Hezbollah a soufflé sur les braises en assurant qu'il n'y avait plus de ligne rouge dans sa confrontation avec Israël au lendemain d'échanges de tirs à la frontière qui ont fait craindre une flambée de violence entre les deux ennemis. Dans un discours retransmis en soirée à la télévision, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé qu'en cas d'attaque israélienne, son mouvement était prêt à frapper l'État hébreu en son cœur et en profondeur. Dimanche, le mouvement a tiré des missiles anti-chars sur le nord d'Israël qui a répliqué avec des frappes dans le sud du Liban ayant provoqué uniquement des incendies dans des secteurs boisés. La confrontation est survenue au terme d'une semaine allant crescendo qui a commencé par un bombardement de l'armée israélienne qui a tué 2 combattants du Hezbollah et qui s'est poursuivi par des accusations d'attaques de drones israéliens contre la banlieue sud du Beyrouth, fief du Hezbollah, qualifié de déclaration de guerre par le président libanais Michel Aoun. Hier, toutefois, dans le sud du Liban comme dans le nord d'Israël, la tension était retombée et la vie avait repris son cours normal.
Passons donc actuellement à notre volet économique. Avec plus de précision, on trouve qu'on a aujourd'hui plusieurs nouvelles tout à fait intéressantes et très importantes en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. Mais avant de discuter avec plus de précision de ces rapport, permettez-moi de vous présenter cette nouvelle. L'État accorde un intérêt particulier à l'industrie pharmaceutique et à l'exportation des médicaments et travaille à l'élaboration d'un plan national censé promouvoir ce secteur. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le Premier ministre Moustapha Madbouli lors d'une réunion portant sur le dossier avec les ministres de la Santé, du Commerce, du secteur des affaires publiques. Il faut profiter de toute opportunité pour encourager ce secteur vital au vu notamment de la qualité et de la compétitivité au niveau du prix des médicaments égyptiens qui lui permet de concurrencer sur le marché mondial, a fait savoir le Premier ministre. Les efforts déployés pour favoriser les exportations pharmaceutiques égyptiennes vers les marchés africains constituent l'un des piliers du plan de l'État, a-t-il dit, expliquant que le volume de ces exportations avait atteint 789 millions de dollars, dont 65 millions de dollars d'exportation vers l'Afrique. D'autre part, le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé samedi le gouvernement, ou plutôt que le gouvernement, tenait à établir des mécanismes et à promulguer des décisions qui ont pour but de trouver de consensus sur le règlement global et définitif des questions financières entre l'AC, entre les différents ministères et organes concernés. Cette démarche contribuera à apaiser les fardeaux sur les finances publiques et permettra, selon lui, aux ministères et organes concernés d'avoir une meilleure situation financière. Nous remédions à des problèmes et à des défis entassés depuis des dizaines d'années. C'est le gouvernement, ou plutôt le gouvernement, est sérieux pour s'attaquer à ces problèmes et ces défis, selon les déclarations faites par le chef du gouvernement égyptien, Moustapha Madbouli. Donc, comme vous venez de regarder, beaucoup des efforts sont déployés sur le terrain afin de, si je peux dire, d'élaborer un nouveau environnement d'affaires tout à fait de plus en plus très facile pour les investisseurs et pour les hommes d'affaires afin d'éliminer tous les problèmes dont souffrent bien sûr les secteurs d'investissement en Égypte. Passons à une autre nouvelle. Cette fois-ci, le ministre des Finances, Mohamed Mouaïd, a donné des instructions d'appliquer un équilibre entre le programme et la performance, un des outils du programme de réforme économique qui avait débuté en 2016. C'est ce qu'a rappelé hier le vice-ministre des Finances pour les politiques financières et le développement institutionnel. Selon Ahmed Kojak, l'équilibre entre le programme et la performance est considéré comme une nouvelle garantie pour mettre en place la vision Égypte 2030 afin de réaliser le développement durable. L'équilibre entre le programme et la performance sera mis en application dans 31 ministères et quelques organes administratifs durant l'exercice financier 2019-2020 afin d'assurer la promotion du niveau de vie des citoyens et de contribuer de manière efficace à améliorer le niveau des services qui leur sont offerts. C'est ce qu'a dit M. Kojak lors d'une conférence organisée par le ministère des Finances en collaboration avec le ministère de la Planification. D'autre part, on trouve que les indicateurs des finances publiques s'améliorent de manière significative, ce qui nous encourage à poursuivre la réforme structurelle, selon M. Kojak. Il a ajouté que l'Égypte avait pu enregistrer même un excédent préliminaire de 2% et réduire le déficit budgétaire. Et toujours comme vous regardez, chers téléspectateurs, l'Égypte essaye de faire une sorte d'équilibre entre le programme et la performance, et qui est considéré comme une nouvelle garantie pour exécuter la vision intitulée Égypte 2030. Passons à un autre témoignage en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne et l'évolution que l'Égypte a pu réaliser sur le terrain pendant les derniers jours, même les dernières années, notamment après 2016. Cette fois-ci, on trouve que la banque d'investissement américaine Goldman Sachs a estimé que le marché des obligations égyptiennes connaissait une amélioration, devenait attractif pour les investisseurs, dopé notamment par une liquidité abondante.
Cité par l'agence Bloomberg, Farouk Moussa, analyste économique auprès de Goldman Sachs, explique qu'un revirement s'est opéré en faveur de l'investissement dans des obligations à long terme afin de réaliser des profits élevés, et ce après que la Banque centrale d'Égypte et BCE a réduit son taux directeur de 1,5%, soit l'équivalent de 150 points. Malgré le rendement moins élevé des bons de trésor à court terme provoqué par cette baisse de la BCE, cela n'a pas suscité de crainte auprès des investisseurs, voire au contraire, le marché égyptien est resté pour eux une destination privilégiée. Ils préfèrent maintenir leurs capitaux dans le pays. L'analyse économique qui souligne en même temps que cela n'est pas le cas pour d'autres économies où l'investisseur, sur fond d'inquiétude économique, se retire du marché. L'expert économique a prédit un impact positif sur la performance de la livre égyptienne sur l'économie en général dans un plutôt proche avenir, à la lumière de l'amélioration du marché obligataire en Égypte. Il a aussi prévu que l'inflation poursuive sa baisse, frayant la voie à un nouveau recul du taux d'intérêt susceptible de rendre l'Égypte encore plus attractive aux yeux des investisseurs par rapport aux autres économies de la région et du monde. Avant même de passer à une autre nouvelle, je dois même vous annoncer que le Bloomberg a dit que la bourse égyptienne prend le pas sur toutes les bourses émergentes du monde en août. Une autre note a été soulignée par Bulletin Financial qui a dit que les bons du Trésor resteront attractifs pour les investisseurs après la réduction des taux d'intérêt. Et même avant d'arriver à un reportage tout à fait intéressant en ce qui concerne l'économie égyptienne qui est de plus en plus dynamique. Je dois vous annoncer que le ministère égyptien pour la production militaire et la société biélorusse MAZ ont signé une feuille de route dans le but d'implanter en Égypte la fabrication des camions qui seront constitués à 45% de composantes locales d'ici la fin de l'année. Et on trouve que même le ministre de l'État pour la production militaire, Mohamed Saïd Al-Assar, s'est entretenu avec le PDG de la société biélorusse MAZ, Valérie Ivanokovitch, en présence de l'ambassadeur de la Biélorussie au Caire, Sergei Rashkov, de la fabrication conjointe des camions MAZ. La coopération donc entre la société MAZ et la compagnie Helwen pour les machines et les équipements en faveur de la fabrication conjointe des poids lourds et le plan de marketing des camions MAZ sur le marché ont fait l'objet d'examen. Donc, c'est comme vous trouvez, l'Égypte essaye, chers téléspectateurs, de booster de plus en plus l'industrie sur son terrain, et cela avec la coopération de grandes entreprises et compagnies à l'échelle mondiale comme des compagnies biélorusses. Encore une fois, je dois vous annoncer que le ministère égyptien pour la production militaire de la société biélorusse MAZ a signé une feuille de route dans le but d'implanter en Égypte la fabrication des camions qui seront constitués à 45% de composantes locales d'ici la fin de l'année. Actuellement, chers téléspectateurs, je dois vous proposer dans les prochaines minutes, si je peux dire, les grandes remarques faites par Bloomberg, l'agence économique et financière américaine, en ce qui concerne l'économie égyptienne, qui était, d'après cette agence, l'une des plus dynamiques dans la région du Moyen-Orient. Et dans un rapport, Bloomberg a affirmé que cela est dû grâce aux mesures de réforme économique adoptées par le gouvernement égyptien. Et bien sûr, si nous allons avoir plus de temps, nous allons jeter plus de lumière en ce qui concerne ce qui a été écrit par le Financial Times à l'égard de l'économie égyptienne. Et bien sûr, durant des éditions récentes, Financial Times a jeté la lumière sur si je peux dire, les saluts, les hommages qui ont été rendus par les institutions financières mondiales. Actuellement, je dois vous laisser avec ce reportage de HL.
L'économie égyptienne est devenue l'une des plus dynamiques au niveau du Moyen-Orient, grâce aux mesures de réforme économique adoptées par le gouvernement et soutenues par le Fonds monétaire international, a déclaré l'agence américaine Bloomberg. La stabilité de la monnaie égyptienne à taux d'intérêt élevé a fait de l'Égypte une destination prisée des investisseurs de bons trésors en quête de rendement. L'agence a ajouté que dans le cadre d'un rapport publié sur son site web, que la conjoncture économique stable en Égypte, aussi bien qu'une bonne performance de la lire égyptienne et la baisse du taux d'inflation à son plus bas niveau depuis près de 4 ans, rendrait possible la baisse des taux d'intérêt pour la première fois dans environ 6 mois. Bloomberg a souligné que 10 analystes sur 12 sondés s'attendaient à la réduction du taux d'intérêt sur les dépôts bancaires d'au moins 100 points de base pour atteindre 14,75%, permettant ainsi la propulsion de l'économie vers la croissance, et a qualifié l'Égypte comme la destination la plus rentable pour les investisseurs des marchés émergents touchés par l'escalade de la guerre sino-américaine.